Bien, bonjour à tous, bienvenue sur Campus Magalère. C'est une heure de l'actualité sur la vie de la recherche, la vie étudiante et la formation sur le campus en Languedoc-Roussillon. Et avec grand plaisir, je retrouve l'ami Julien. Salut Damien, moi je suis très content aussi d'être là aujourd'hui pour une belle journée de printemps. Et on est au jardin botanique de l'université. On a un super programme. Voilà, donc comme d'habitude, les rubriques formation, patrimoine, recherche, engagement étudiant et tout ça avec deux envoyés spéciaux. Exactement, il y a Joris et Sarah qui sont dans le jardin botanique et qui vont nous faire découvrir plein de petites choses aujourd'hui. Et le temps d'un générique, on rejoint tout de suite en interview le président de l'Université de Montpellier, Philippe Auger. Bien, donc nous retrouvons Monsieur Auger, vous êtes le président de l'Université de Montpellier, bonjour à vous. Bonjour. Et donc on est ravis de se retrouver dans ce patrimoine absolument exceptionnel, dans ce jardin des plantes et des serres très anciennes. Donc peut-être quelques mots sur ce patrimoine. Alors effectivement, le jardin des plantes, c'est aujourd'hui une pièce un petit peu symbolique, ou un endroit symbolique de l'université de Montpellier, dans le sens où ce que l'on connaît moins finalement de cette université fusionnée, c'est la diversité et la richesse de ce patrimoine historique. Puisqu'il y a le patrimoine historique immobilier, le jardin des plantes, il y a également le bâtiment historique de la faculté de médecine, mais au-delà de cela, eh bien, il y a ensuite toutes les collections. Toutes les collections, si on regarde sur médecine, c'est par exemple le musée Adger, c'est le conservatoire d'anatomie, sur pharmacie, c'est le droguier, c'est sur les espaces de l'ex-UM2, donc qui maintenant sont dans l'université Montpellier 2. Il y a également les collections d'animaux naturalisés, il y a également l'herbier. Donc il y a toute une richesse de ce patrimoine qui aujourd'hui est pour nous un élément de singularité par rapport à un nombre d'universités françaises. Très bien, alors on est justement devant une serre de cactus, les cactus sapiques, et on sait que vous avez résolu un sujet éminemment épineux, à savoir la fusion de deux universités. Et du coup, en termes de formation, de recherche, qu'est-ce que ça signifie, cette grande université de Montpellier? Alors d'abord, les cactus sapiques, certes, mais les cactus survivent aussi. Ils survivent aussi à des moments particulièrement arides et des moments particulièrement douloureux. Donc la symbolique du cactus est peut-être forte des deux côtés. Alors cette fusion, deux universités, Montpellier 1, Montpellier 2, en fait, sur Montpellier, on en parle depuis plus de 20 ans, puisque l'idée de la fusion des universités, d'abord, ça a été une idée où il y avait les trois établissements qui devaient fusionner. Ensuite, Montpellier 3 n'a pas souhaité donc rejoindre le processus de fusion, mais plutôt travailler dans une coopération à l'échelle donc académique. Mais pour autant, nous avons voulu, au niveau de l'UM1 et de l'UM2, maintenir cette logique de fusion pour, je dirais, d'une part, respecter nos engagements, et puis, de l'autre côté, faire en sorte que cette communauté qui était un petit peu historiquement et artificiellement éclatée entre UM1 et UM2, je pense notamment à la biologie santé, à la chimie ou à la gestion, eh bien, se recompose dans un seul et même établissement. Et il y avait une demande très forte de cette communauté scientifique à se regrouper. Alors aujourd'hui, eh bien, ça donne naissance depuis 3 mois à la 5e université française en termes d'effectifs étudiants, la 6e université en termes donc budgétaires. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 41 000 étudiants, c'est un budget de 400 millions d'euros, ce sont 17 composantes donc, pédagogiques. C'est également une université qui est présente dans toute la ville. Parce que ça aussi, c'est un élément de singularité, même s'il y a le campus du Triolet, qui est historiquement le campus de l'université Montpellier 2, au-delà de cela, si on regarde l'ex-Montpellier 1, il y a une présence sur tout le territoire. Et aujourd'hui, le maillage de Montpellier, le maillage universitaire de Montpellier, eh bien, c'est un croissant qui finalement part du sud jusqu'au nord-ouest de la ville. Et au-delà de Montpellier, c'est également une université qui rayonne sous l'académie, par la présence de la faculté d'éducation dans l'ensemble des préfectures des départements, mais aussi par un IUT à Béziers, un IUT sur 7, c'est le prolongement de Montpellier, puis sur Nîmes, la faculté aussi de médecine de Montpellier-Nîmes. Donc c'est une université qui est pleinement ancrée dans la ville, mais également pleinement ancrée dans le territoire régional. Vous êtes président de l'université, on se pose tous la question de savoir qu'est-ce qu'un président, qu'est-ce qu'il fait, sa journée type un petit peu, et le bilan un petit peu de ces 2 mois maintenant de présidence de l'université. Alors, le bilan, je peux le faire un petit peu plus long, puisque j'étais déjà président de l'UM1 depuis 2009, donc
Si vous voulez, j'ai un peu de bouteille, ça se voit aussi d'ailleurs, mais en tant que tel, la journée type, je veux dire, il n'y a pas de journée type. Des fois, vous rentrez le soir en vous demandant qu'est-ce que vous avez fait de la journée. Vous dites rien. Et c'est vrai que des fois, parce que entre le moment où on est arrivé au bureau le matin et le moment où on repart le soir, il n'y a eu que des problèmes particuliers, des petites bricoles à régler. Bon, cela dit, ça c'est des journées, c'est des contingences classiques. Néanmoins, aujourd'hui, un président d'université, il faut voir quand même qu'il a un poids important ou un rôle important en matière de RH. C'est quand même la plus grosse des difficultés parce qu'aujourd'hui, dans un budget d'université, vous avez 80% du budget, c'est consacré à la masse salariale. Donc là-dessus, les emplois titulaires, les emplois contractuels et autres. Donc ça, la question des ressources humaines, des postes à pourvoir, des reclassements, du régime indemnitaire, et puis tout ce qui va avec, après les questions de circulaire, horaire de congé. Donc il y a un poids RH important. La seconde action, c'est également une action aujourd'hui très forte qui concerne le patrimoine. Parce qu'on est dans une période en plus particulière, avec des opérations qui vont s'enclencher sur campus, avec un CPER qui est en cours de négociation dans lequel il y a un important volet immobilier pour les universités. Donc il y a aussi là, le suivi, tout le montage de projets et d'opérations à défendre. Et puis ensuite, il y a d'autres éléments, notamment je pense aujourd'hui l'accréditation de l'offre de formation, parce qu'il y a des négociations avec le ministère. Il y a également donc le suivi budgétaire quotidien hors masse salariale. Donc c'est vrai que le président peut être facilement déconnecté du terrain, d'autant plus quand la présidence d'université n'est pas sur un campus, puisque là la présidence d'université est dans un bâtiment en plein centre-ville et les sites de l'université sont répartis sur toute la ville. Bon, donc il n'y a pas de journée type, mais c'est vrai qu'il faut essayer d'allier présence sur les composantes, présence dans les structures de recherche, présence aussi pour ouvrir une série de manifestations organisées par les services et les composantes, et puis ensuite animer l'ensemble des 15 directions et 5 services qui composent l'université. Et quand j'ai le temps, pouvoir aller faire un peu court aussi de temps en temps, parce que j'aime bien aussi garder un contact avec les étudiants. Entendu, donc un programme très chargé, on l'a vu. Merci beaucoup, monsieur le président de l'université, de nous avoir accueillis dans ce beau lieu ici au Jardin des Plantes. Merci à vous, et puis de toute façon, vous revenez aussi bien l'émission que les étudiants, vous revenez quand vous voulez dans l'université de Montpellier. C'est une université qui est ouverte donc à toute la ville, à tous les acteurs de la ville, donc vous êtes ici chez vous. Parfait. Bon, je vais me réinscrire. Donc on continue avec l'Université de Montpellier qui justement est membre de la Commu. La Commu, on a compris un petit peu ce que c'était à la dernière émission, mais c'est pas encore très clair. On va le découvrir en reportage. Languedoc-Roussillon Université est un établissement public scientifique, culturel et professionnel. Depuis le 1er janvier 2015, l'établissement accueille des membres, des partenaires et des associés. Des organismes de recherche, en plus d'établissements publics universitaires, composent l'ensemble, permettant d'une part un excellent maillage territorial sur l'ensemble du Languedoc-Roussillon et d'autre part apportent à la communauté d'université une compétence scientifique incontestable. Languedoc-Roussillon Université a vocation à valoriser l'activité de l'ensemble des membres qui la composent. À ce titre, l'établissement intervient dans le domaine de la recherche, dans le domaine des formations, dans le domaine du numérique, dans le domaine de l'international, dans le domaine de la vie étudiante et de l'organisation des campus. En matière de recherche, Languedoc-Roussillon Université a vocation à développer et valoriser un certain nombre d'axes qui constituent sa caractéristique. Dans ces domaines, à l'appui des pôles de recherche déjà constitués, il s'agira de valoriser ces axes de recherche pour les rendre encore plus visibles et mettre en avant les compétences de l'ensemble des membres qui la composent. De la même façon, le Collège des écoles doctorales permettra une meilleure valorisation de l'ensemble des doctorats délivrés par le site et une meilleure lisibilité à l'international. En matière de formation et de vie étudiante, Languedoc-Roussillon Université aura vocation à porter un certain nombre de projets qui permettront une meilleure mutualisation de l'ensemble des formations du site et un accès simplifié pour les étudiants. De la même façon, une réflexion sera menée pour la formation continue, pour l'apprentissage ou à travers le portage de l'École supérieure du professorat et de l'éducation, qui est aussi une compétence de la communauté d'université. Une gouvernance forte du numérique sera assurée, ainsi que la mise en place d'une politique documentaire commune. À l'international, Languedoc-Roussillon Université
cherchera à développer mieux encore la visibilité de la région Languedoc-Roussillon sur le plan universitaire et valoriser les nombreux atouts qui sont les siens. Enfin, sur le développement et la vie de campus, Languedoc-Roussillon Université porte le plan campus, un plan d'une importance colossale qui permettra le meilleur développement et la meilleure structuration de nombreux sites montpelliérains. Languedoc-Roussillon Université est donc un outil déterminant pour la recherche et les universités du site. Celui-ci ne pourra être que renforcé par l'obtention d'un IDEX attendu d'ici fin 2015. Donc merci Monsieur Roux pour ces explications sur la commu. Effectivement, plus de secrets et on continue avec notre rubrique formation avec les amis Sarah et Joris qu'on retrouve un petit peu plus loin dans le jardin des plantes. Ce mois-ci, dans la rubrique formation, je vous propose de retrouver Sarah qui nous parlera du lancement du premier MOOC en agroécologie qui va être lancé sur la plateforme Fun. Puis nous découvrirons le master Miro à l'université de Perpignan. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir le CFA de l'enseignement supérieur en Languedoc-Roussillon. Pour cela, je reçois Philippe Pierrot. Bonjour, vous êtes directeur du CFA de l'enseignement supérieur en Languedoc-Roussillon. C'est ça. Et bonjour, monsieur Alexandre Dos Sacramento. Bonjour. Vous êtes apprenti En DSCG, Voilà. diplôme supérieur de comptabilité. D'accord. Alors, Philippe Pierrot, pourquoi un CFA unique ? Alors le CFA régional de l'enseignement supérieur en Languedoc-Roussillon sud de France, puisque c'est son nom exact et complet, a été créé à l'initiative des universités de la région, et plus largement que ça, de l'université de Montpellier, de l'université Paul Valéry, Montpellier, de l'université de Perpignan Via Domitia, de l'université de Nîmes, mais aussi de l'École nationale supérieure de chimie de Montpellier et de Montpellier Supagro, afin de présenter à l'échelle régionale l'ensemble de l'offre de formation de l'enseignement supérieur pour l'ensemble des entreprises de la région. Alors je dis des entreprises de la région, mais pas uniquement de la région, puisque le CFA place des étudiants, place des apprentis dans des entreprises bien au-delà de la région, sur l'ensemble du territoire français. Alors, concrètement, quelle est l'étendue des formations que vous proposez au CFA ? Eh bien, c'est l'ensemble de l'étendue des formations de l'enseignement supérieur. Ça va du diplôme universitaire de technologie, dans toutes les spécialités possibles, en passant par les licences, donc l'ensemble des licences qu'on peut connaître, pour peu qu'elles aient un lien étroit avec l'entreprise, avec le monde du travail, mais c'est assez généralement le cas, les licences professionnelles, les masters, des masters dans le domaine des sciences, des masters dans le domaine de la gestion, des masters dans le domaine du commerce, dans l'ensemble des domaines, et puis des diplômes d'ingénieur par exemple, mais aussi des diplômes comme le DSCG ou le DCG, donc des diplômes spécialisés dans le domaine de la gestion. Une large palette donc. Mais quel est l'objectif d'évolution de l'alternance dans le supérieur avec ce regroupement ? Alors aujourd'hui, ce CFA, donc qui fonctionne, comme on l'a vu, de Perpignan à Nîmes, en passant par Montpellier, Béziers, enfin l'ensemble des sites où on trouve l'université en Languedoc-Roussillon, eh bien ce CFA accueille environ 1100 apprentis. Et l'objectif à terme, c'est-à-dire d'ici 4 ou 5 ans, c'est donc un terme très proche, c'est de passer à 1800 apprentis pour l'enseignement supérieur en Languedoc-Roussillon. Et l'objectif étant que l'ensemble des entreprises de notre région aient un point de contact unique à partir du moment où elles souhaitent recruter un apprenti de l'enseignement supérieur, quelle que soit la formation qu'elles recherchent et quel que soit le niveau de qualification qu'elles recherchent. Merci. Alors Alexandre, vous, pourquoi avez-vous choisi justement la formation en alternance par rapport à une formation classique ? Tout simplement parce que la formation en alternance me permet déjà d'avoir une expérience professionnelle, en fait, qui aujourd'hui, avec les entreprises, est nécessaire pour s'insérer dans le monde professionnel. Et également de tout de suite toucher du doigt et de savoir ce qui m'attend en fait dans mon vécu, dans ma prochaine vie professionnelle. D'accord. Alors, on suppose qu'il y a des avantages et également des inconvénients à suivre une formation en alternance. Quels sont-elles ? Des inconvénients, il y en a, des avantages aussi, certes. En inconvénient, moi je trouve déjà qu'il faut avoir un rythme de travail soutenu, assez soutenu, parce que ça demande vraiment beaucoup. On n'a pas de vacances scolaires, on n'a que les vacances, les 5 semaines par an. En avantage, ça me permet d'avoir une rémunération, parce qu'avant, moi j'avais un job étudiant et j'étais obligé d'être en cours en semaine et au job le week-end. Alors que ma formation en apprentissage actuellement, je suis et en cours et au boulot, et après mes week-ends, je les ai pour bien bosser. D'accord. Mais est-ce que vous pensez que le fait de suivre une formation en alternance, est-ce que ça ne facilite pas l'entrée sur le monde du travail justement ? Si, justement, parce que la formation en alternance me permet d'avoir une expérience professionnelle. Elle permet à l'entreprise où je suis de me juger sur mes performances actuelles
et de savoir si voilà, je suis un bon candidat et après de conclure sur un CDI. C'est ce que j'espère de toutes les façons. D'accord, je vous le souhaite. Merci. Alors, vos actualités en quelques mots, donc on vous retrouve où par exemple? Alors tout d'abord sur internet, le site www.ensuplr.fr, donc le site internet, par mail tout simplement, cfa@nsuplr.fr, donc ce sont les deux moyens de contact les plus simples. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde est connecté sur internet. Et ça vaut aussi bien pour les entreprises que pour des jeunes qui sont aujourd'hui au lycée ou quelque part dans une université, dans l'enseignement supérieur, et qui souhaitent bien prendre des renseignements sur ce qu'est l'apprentissage, comment ça marche, et comment on peut nous contacter pour devenir demain apprenti et réussir un diplôme et obtenir une qualification professionnelle. Pour découvrir le CFA. Merci à vous d'être venu. Julien Lugan, bonjour, vous êtes porteur du programme Miro. Alors pouvez-vous nous présenter le master Miro proposé à l'Université de Perpignan? Alors le programme Miro est un programme qui a été retenu dans le cadre des IDEFI, les initiatives d'excellence en formation innovante, par un jury international au printemps 2011. C'est un programme qui associe plusieurs établissements d'enseignement supérieur, Sciences Po Toulouse, l'Université de Perpignan, l'Université d'Andorre, l'Université de Paris 6 à travers l'Observatoire océanologique de Bagnols-sur-Mer, l'Université d'Andorre et l'Université des îles Baléares. Il consiste en la création d'un master online en tourisme culturel. Alors quels sont les atouts de ce master professionnel en tourisme culturel justement? Alors, les atouts, il y en a plusieurs. Du point de vue pédagogique déjà, puisque c'est une plateforme multilingue en 4 langues, français, castillan, catalan, anglais, qui délivre des enseignements qui sont scénarisés a priori, donc qui sont accessibles aux étudiants depuis tout support numérique, tablette, smartphone, ordinateur, etc. C'est un programme qui est innovant du point de vue des contenus parce que la formation a été pensée au préalable en association étroite avec les acteurs socio-économiques du territoire de l'Eurorégion Midi-Pyrénées, grosso modo, c'est-à-dire entre Toulouse, Barcelone, l'Andorre et les Baléares. On a fait une très grande enquête auprès des acteurs du tourisme, de la culture et du patrimoine et on a évalué les besoins en termes de formation, autant de formation initiale que de formation continue. Et suivant les besoins, on a construit un master professionnel sur 2 ans. Grosso modo, ce master est innovant parce qu'il comporte des axes prioritaires dans la formation qui sont les réels besoins des futurs acteurs. Il a donc une portée européenne. Alors quelle est la philosophie justement de ce projet? Alors la philosophie, elle est, je dirais d'une manière générale, le décloisonnement dans les pratiques pédagogiques que je viens d'évoquer avec l'utilisation d'une plateforme numérique multilingue, internationale. Décloisonnement aussi au niveau des partenariats, puisque le secteur du tourisme est un secteur clé pour l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, avec plus de 700 institutions culturelles et patrimoniales de premier niveau, des fréquentations touristiques records à l'échelle européenne et la possibilité de créer à l'échelle d'un territoire des outils qui nous permettent d'atteindre les standards internationaux et de former les futurs acteurs au tourisme culturel de l'avenir. D'accord. Alors rapidement, votre actualité, la première rentrée de ce master, ça sera en octobre? Oui, alors première semaine d'octobre pour la rentrée, mais avec une date très importante, c'est les e-candidatures qui commencent là, à partir du début avril. À partir du début avril, donc. On peut vous retrouver sur un site Alors oui, la politique, on est dans une formation innovante. La politique, d'une part de l'Université de Perpignan, mais plus largement du programme Miro, est largement orientée vers les supports numériques, en particulier les réseaux sociaux. Donc on peut nous retrouver sur plusieurs sites. Le master Miro, bien sûr, pour les inscriptions. Le site Miro Plus, qui est une plateforme d'actualité du tourisme culturel et d'études des politiques des publics, miroplus.eu et bien sûr sur tous les réseaux sociaux, la page Facebook et Twitter. Je vous remercie d'être venu nous présenter ce master. Et tout de suite, nous retrouvons Sarah. On parle du lancement du premier MOOC en agroécologie sur Fun, qui est une plateforme numérique d'enseignement ou en anglais Massive Open Online Course. Tout de suite pour en parler, Stéphane de Tourdonnet, vous êtes enseignant-chercheur à Montpellier Supagro et coordinateur du projet MOOC en agroécologie. Et vous, Sarah Clerquin, vous êtes ingénieure pédagogique multimédia à Montpellier Supagro. Alors je vais vous poser une première question, Stéphane. Pourquoi
faire un MOOC en agroécologie? Alors, l'agroécologie, c'est une nouvelle manière de concevoir des systèmes agricoles qui sont fondés sur l'utilisation des processus écologiques dans ces systèmes agricoles, pour pouvoir les valoriser, pour pouvoir, par exemple, mettre ensemble différentes plantes qui vont rentrer en synergie, ou valoriser l'activité biologique des sols pour augmenter la fertilité, et puis pour fournir ce qu'on appelle des services écosystémiques. Ces nouvelles formes d'agriculture, elles sont très intéressantes par rapport aux enjeux actuels, mais elles ont une difficulté majeure, c'est qu'il faut beaucoup de connaissances pour pouvoir les mettre en place. Parce qu'il faut connaître les processus écologiques, il faut savoir les mobiliser, il faut savoir créer des connaissances autour de ça. Et l'enjeu du MOOC, c'est de pouvoir former les acteurs de l'agroécologie mettre à disposition ces connaissances pour ces acteurs de l'agroécologie, pour les étudiants, pour ceux qui s'intéressent à cette thématique qui est, vous le savez, largement débattue dans la société, on en parle beaucoup. Donc pour nous, c'était essentiel de pouvoir mettre à disposition de toutes ces personnes-là, finalement, les connaissances, les réflexions en pointe à l'heure actuelle, que ce soit dans la recherche, dans la science ou dans la formation. Très bien, alors à la conception du projet justement, quels étaient les partenaires en collaboration, aussi bien sur le plan de la formation que sur le plan financier? Donc les partenaires, au début, ce projet est né effectivement à Montpellier Supagro, dans le cadre d'un projet qui s'appelle PARMI, qui est financé par Agropolis Fondation, dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir. Et donc, dans ce projet, on avait l'idée de faire un prototype de MOOC, de commencer à se faire la main sur cette forme de formation, parce qu'il faut bien voir que les MOOC, c'est en train de révolutionner la formation en ouvrant finalement des savoirs universitaires et académiques au plus grand nombre, parce que l'idée, on a une formation, on a plusieurs milliers d'inscrits et de participants à chacune des sessions des MOOC, et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Donc voilà, on avait l'idée de faire un prototype, et puis cette prototype a intéressé, et notamment Agrium Université en ligne, qui était en train de se créer, qui s'est dit on va vous soutenir, on va donner une dimension nationale à ce prototype, sachant qu'il avait déjà une dimension internationale puisqu'on travaille avec l'université d'Antananarive. Donc Agrium Université en ligne est venu dans le partenariat et a financé en partie le projet. Et puis l'UVAE, l'Université virtuelle d'agroécologie, également s'est joint à nous pour pouvoir renforcer finalement la communauté des contributeurs de ce MOOC et des auteurs. Très bien, alors ce MOOC, vous l'avez un petit peu dit, mais il s'adresse à qui en particulier? Ce MOOC en agroécologie. Effectivement, l'idée du MOOC, c'est vraiment de toucher le plus grand public possible. Et on est vraiment dans cette perspective-là, c'est-à-dire que tous ceux qui s'intéressent à l'agroécologie, qui soient déjà impliqués dedans ou pas, puissent suivre ce MOOC. Donc on est en train on finalise à des parcours qui permettent de s'adapter à cette diversité, et on va même jouer sur cette diversité des publics pour imaginer des formes d'interaction qui permettent à des agriculteurs, des conseillers, des techniciens, des grands publics, des consommateurs de pouvoir interagir ensemble sur cette thématique à travers les cadres qu'on va leur proposer. Très bien Stéphane, et alors quels sont les objectifs finalement? Qu'est-ce que le MOOC en agroécologie va proposer? Les objectifs, je pense que ça rentre aussi dans cette idée qui est très soutenue par le ministère de l'Agriculture du former autrement également. C'est-à-dire il faut que nos institutions de recherche, et il faut par rapport à des enjeux qui touchent l'agriculture liés au changement climatique ou à d'autres enjeux, il faut qu'on puisse démultiplier nos capacités de former les gens, parce que c'est leur donner la capacité de changer. Et avoir cette capacité de changer, ça va être quelque chose d'essentiel dans les années à venir. Et donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de former le plus grand nombre pour avoir cette capacité de s'adapter. Très bien, alors on va écouter maintenant Sarah, quels sont les moyens proposés pour découvrir ces cours en ligne? On va essayer de proposer aux participants du MOOC une grande variété de ressources en termes de format multimédia. Ça va de la vidéo aux jeux interactifs, avec notre objectif principal de vraiment rendre les participants acteurs au sein du MOOC, parce que ça a une dimension internationale et on peut avoir des participants qui sont à la fois au Cambodge, qu'au Canada ou à Madagascar, et du coup de s'enrichir aussi de leur diversité autour d'eux, du terrain et de leurs connaissances au niveau de l'agroécologie. Alors comment on fait pour s'inscrire à ces MOOC? Eh bien, on se rend sur la page de Fun, de la page du MOOC agroécologie, on peut s'inscrire. Ouais. Très bien. Et enfin, c'est quoi la période de formation pour ces MOOC? Alors le MOOC en agroécologie va commencer à l'automne en fait 2015. Et ça va durer 6 semaines en fait. Du coup, 6 semaines, et ça nécessite environ 4 heures, 5 heures de travail par semaine. Super projet qui va être lancé. Alors est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter?
peut-être le nombre d'inscrits d'aujourd'hui, hein, parce que on a lancé ça il y a un mois, 3 semaines au Salon de l'Agriculture. Il y a déjà 1660 inscrits, donc on est très contents et on vous invite à nous rejoindre sur la page. Merci beaucoup Stéphane et merci Sarah. Tout de suite, on retrouve Damien et Julien. Merci. Merci. Alors nous nous trouvons ici avec Caroline Girard, vous êtes la directrice de la culture scientifique, directrice du patrimoine historique de l'Université de Montpellier, et on est ici dans ce conservatoire d'anatomie exceptionnel. Tout à fait. Il est exceptionnel par son ancienneté et par ses collections donc, qui datent de la fin du XVIIIe siècle et l'écrin qui les abrite qui a été construit au XIXe siècle. On est ici dans un temple dédié à l'anatomie et à son enseignement. D'accord. Voilà. Donc tout ce qu'on voit dans les vitrines, c'est pas pour faire beau, ça sert? Voilà, c'était considéré comme une collection pédagogique à l'usage des étudiants en médecine. Alors maintenant, à notre époque, il a la réputation un peu de faire peur quand même, ce musée. Comment vous faites pour le remettre au goût du jour, on va dire? Ce sont des collections qui nécessitent d'être expliquées et dont il faut bien montrer l'aspect pédagogique et puis aussi parfois l'aspect esthétique, comme pour les cires de Felice Fontana, qui sont un petit peu le fleuron de la collection et qui datent du tout début XIXe siècle. Oui, c'est ça, parce que vous avez des collections un petit peu d'excellence. D'objets, voilà, extraordinaires. Alors parce que la collection regroupe plus de 5600 pièces d'anatomie réelle, alors de l'ostéologie, des préparations sèches, des pièces en fluide, mais aussi des modèles anatomiques en cire, en plâtre ou en papier mâché, parmi lesquels on peut trouver certains objets soit même esthétisants ou, disons, ingénieux, tels que des modèles puzzle en papier mâché. D'accord. Et alors ils sont exceptionnels par l'ancienneté, exceptionnels par les parcours par lesquels ils sont arrivés jusqu'ici? Alors, tantôt, ils sont exceptionnels par l'ancienneté, donc pour les cires de Fontana, ou par leur nature et l'intérêt local ou national de telles pièces. Par exemple, on a le professeur Delpech qui est juste là, qui était un professeur montpelliérain, spécialisé dans ce qu'on appellerait l'orthopédie maintenant, et qui a déposé sa collection d'études de recherche au conservatoire. Donc, il y a un lien vraiment fort entre les collections et la recherche et l'enseignement. C'est un tout. Il a été créé, ce musée, pour les étudiants de médecine, pour qu'ils apprennent un petit peu qu'est-ce qui se passait sur le corps humain et les maladies. Un petit peu. Ils venaient étudier l'anatomie ici. D'ailleurs, il y a des sièges qui étaient conçus dès le départ pour s'asseoir à califourchon et dessiner devant les vitrines. En fait, c'était vraiment... ça faisait partie de l'enseignement. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de pièces qui se rapportent à l'anatomie humaine, normale, c'est-à-dire descriptive, et aussi à l'anatomie pathologique, donc le corps et ses malformations, le corps et ses maladies. C'est une histoire, en fait, ces collections peuvent être considérées comme un témoignage de l'histoire des maladies également. On peut venir le visiter n'importe quand? Alors non, il est fermé à la visite libre, mais il est ouvert à la visite guidée. Nous avons un partenariat avec l'Office du tourisme qui organise régulièrement des visites. D'accord. Et les étudiants, aujourd'hui, viennent toujours ici Alors, ce sont plus désormais des étudiants en arts plastiques qui viennent dessiner. D'accord. Et on se souvient, vous étiez venu nous en parler dans une précédente émission, vous avez reçu une collection exceptionnelle, et on s'y rend. Exactement. Allons-y. On vous suit. Voilà, donc nous voilà arrivés dans cette fameuse salle où vous accueillez la nouvelle collection donc Amador, que vous avez reçue, je crois, dernièrement. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel dans cette collection ? Alors, c'est une grosse acquisition déjà, puisque c'est un don de la faculté de médecine de Paris 5 Descartes, de 7500 pièces qui se rajoutent aux 5600 que nous conservons déjà. Et par ailleurs, dans cette collection, il y a des pièces vraiment emblématiques qu'on a voulu exposer dans cette salle qui a été aménagée à l'occasion. Notamment, alors vous pouvez voir ici un gorille de taille réelle en papier mâché, qui est une pièce rarissime qui a été réalisée au XIXe siècle par la maison Ozu. Et on peut voir le système ingénieux du puzzle en 3 dimensions. D'accord, donc là on est quasiment dans l'art. Enfin, c'est des pièces à la fois anatomiques mais artistiques, ouais. Et nous avons d'autres écorchés. Ici, nous avons un écorché de Richer,
un autre écorché ici. Donc nous avons toute une série de modèles anatomiques artificiels, mais également une collection de pièces d'anatomie réelle avec des noms célèbres dans ce domaine, notamment Fragonard, avec 2 pièces de Fragonard et qui sont très anciennes, de l'extrême fin du XVIIIe siècle, voire début XIXe. Particulièrement remarquable, j'imagine. Oui, par la réputation de celui qui les a réalisées. Est-ce que c'est ouvert aussi comme endroit au public ou... Alors oui, tout à fait. L'Office du tourisme intègre cette salle dans ses visites désormais. Elle est visitable également. D'accord, donc il suffit de se rendre à l'Office du tourisme? Voilà, de réserver dans le cadre des visites guidées de l'Office du tourisme. C'est vous qui faites la visite? Non, ce sont les guides que nous avons formés pour l'occasion. Et du coup, des pièces d'autant plus exceptionnelles qu'on ne pouvait pas les voir précédemment, c'est ça? Alors oui, parce qu'elles ont été mises en caisse depuis une dizaine d'années et la solution qui a été trouvée pour les restituer au public a été ce don à Montpellier. Et donc là, on se situe un peu dans la droite ligne du Conservatoire d'anatomie, plutôt dans une salle universitaire. Je crois qu'à côté, c'est un petit peu différent. Oui, en fond de salle, il y a une collection un peu particulière. Il s'agit d'un ancien musée anatomique forain, destiné donc au grand public des fêtes foraines, ce qui explique la nature spectaculaire de ces pièces telles que les gisants en taille réelle et traitées de façon hyper réaliste avec de la cire également. D'accord, donc c'est vraiment des pièces de foire, comme on disait. Oui. C'est les anciennes attractions où on venait voir les plus gros... C'était à la fois spectaculaire, une attraction, un divertissement, mais également pédagogique. D'accord. La devise du musée, c'était science, art et progrès. Eh ben, merci beaucoup Caroline pour cette visite très privée de ce lieu que moi personnellement je découvre. Merci beaucoup. Et on continue, regardez, on est près de ce cerveau parce qu'on va en direction du CHU de Montpellier, Sciences et Médecine toujours, pour aborder la question de la maladie d'Alzheimer où il y a des grandes avancées qui se déroulent à l'université au CHU de Montpellier. C'est parti. Ce programme de recherche qui est unique en Europe vise des patients atteints de maladie d'Alzheimer. Les enjeux, c'est mieux comprendre les mécanismes de la maladie. J'ai la conviction que d'ici 2 ans, on pourra commencer à avoir des réponses. Ça avance, ça progresse, et c'est bien. Nous sommes donc à l'hôpital Guy de Chauliac en neurologie. Nous travaillons donc sur les maladies neurodégénératives et en particulier la maladie d'Alzheimer. Et depuis plusieurs années, on a des protocoles de recherche qui visent à analyser des nouveaux marqueurs qui puissent expliquer les mécanismes pathologiques de cette maladie, qui puissent expliquer les lésions. Aujourd'hui, il a une ponction lombaire avec des prélèvements toutes les heures. On n'a plus grand chose à perdre, donc quand on peut rendre service, on le fait. Les grandes étapes, c'est perfuser le patient avec un acide aminé qui est marqué au carbone 13 et cet acide aminé va s'incorporer dans les protéines et le lendemain on fait le cathéter et on recueille des petites quantités de liquide céphalorachidien et on analyse ces protéines qui ont été marquées et donc on va pouvoir suivre la production de ces protéines dans le temps et la dégradation de ces protéines dans le temps. Dans ce protocole, il y a à la fois une partie pour le patient, c'est-à-dire individuellement on va analyser chez lui les modifications de ces protéines. Et puis après, il y a une partie qui est pour la recherche de façon plus globale. Et ça permet vraiment d'avoir d'autres pistes thérapeutiques pour le plus grand nombre. Les prélèvements biologiques qui ont été prélevés chez les patients sont amenés ici au laboratoire. Au laboratoire, en fait, on va les séparer en petits volumes qui s'appellent des alicots. Et ces alicots vont être conservés d'abord au congélateur à moins 80 degrés avant l'analyse. Et donc on va voir combien de peptides à peu près. À partir des mêmes échantillons, on a réussi à identifier plus de 2000 protéines. Donc une fois qu'on les a identifiées, on peut les monitorer au cours de l'incorporation de leucine. Alors le but du jeu pour nous va être en fait de peser les protéines et de comparer au cours du temps si les protéines deviennent de plus en plus lourdes, c'est-à-dire si elles ont utiliser cet acide aminé plus lourd qui a été perfusé chez les patients. Alors le système qu'on utilise dans le cadre de ce projet Promara, ce sont des systèmes exceptionnels, ce sont des super balances moléculaires. Cela permet donc de peser les protéines pour qu'on puisse les identifier et les discriminer. Et on peut voir jusqu'à plus de 600 protéines à la fois dans un même spectre de masse. Et ça, c'est absolument exceptionnel. Ce sont des technologies d'avant-garde. En comprenant mieux tous ces mécanismes, on va pouvoir avoir un diagnostic plus précoce et plus précis
Et également, ça va donner des nouvelles pistes thérapeutiques, sachant qu'évidemment, là, on est plus sur du moyen ou sur du long terme. On en a au moins 2, on suit au moins 2 peptides. Mais de toute façon, on suit au moins 2 peptides par protéine à chaque fois. L'analyse des data, le data post-processing, il est énorme. Il faut savoir actuellement que pour suivre une seule protéine, il nous faut à peu près 3 jours de travail, d'ingénierie. Et pour suivre les 600, vous pouvez imaginer, il va nous falloir quelques semaines ou quelques mois de travail pour pouvoir aller au bout de ce projet. D'ici 6 mois, on aura déjà un début de premiers résultats probants sur ces analyses pour que dans les 2 ans, on puisse avoir des nouvelles pistes thérapeutiques pour les patients, des traitements innovants adaptés aux personnes et à l'individu. Nous sortons de la rubrique recherche sur Alzheimer. Je pense qu'on s'en souviendra longtemps. Alors, en ce qui me concerne, j'ai peut-être oublié, en tout cas un très beau musée d'anatomie, pardon. Et on ouvre à présent tout de suite notre rubrique engagement étudiant. On enchaîne avec la rubrique engagement étudiant, n'est-ce pas Damien? Absolument Julien, et on va retrouver notamment une remise de prix de l'étudiant aux ingénieurs de Montpellier Supagro. Les associations de l'université de Montpellier, quelque chose sur les tables interactives muséographiques. Et on commence tout de suite avec ce festival contre les discriminations, de lutte contre les discriminations. Ça se passera à l'université Paul Valéry de Montpellier. Et avec nous pour nous en parler, Christa, donc vous êtes responsable de l'espace sanitaire et social et vous gérez également la mission égalité de l'université Paul Valéry de Montpellier. Alors de quoi s'agit-il ce festival exactement? En tout cas, c'est le 7e déjà. C'est la 7e édition cette année. On fait ça annuellement. C'est un festival, comme son nom l'indique, qui est censé lutter contre toutes les formes de discrimination. Donc il s'agit de lutter contre le racisme, le sexisme, l'homophobie, la précarité économique, les problématiques nord-sud, etc. De diverses manières, c'est-à-dire sensibiliser les étudiants et la communauté universitaire, que ce soit par le biais du théâtre, des projections de films, de concerts. Quel type de public vous attendez à ce festival? Principalement des étudiants. Le but, c'est de sensibiliser par les pairs, donc c'est de faire en sorte que des étudiants et des associations étudiantes proposent des projets et montent des projets pour lutter contre les discriminations et pour parler à d'autres étudiants de ces problématiques-là. Après, évidemment, c'est ouvert à tous et à toute la population montpelliéraine. D'accord, donc avec nous au CINAMEL, vous êtes étudiante justement à l'université Paul Valéry et vous êtes présidente de cette association l'ACASE qui promeut les cultures d'Afrique, d'Océanie et des Antilles et l'océan Indien. Et qu'est-ce que vous prévoyez précisément dans le cadre de ce festival? Donc, étant donné nos champs d'action qui ont un rapport avec ces communautés culturelles, nous avons abordé la thématique des relations entre l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord et les Antilles. Et pour ce faire, nous sommes en train de tourner un documentaire où nous interviewons des étudiants et principalement ceux qui ont fait leurs études, par exemple dans le Maghreb, et ils se sont déplacés en France. Donc en France, c'est le point focal de rencontre entre les étudiants des Antilles, d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Et nous pensons que dans ces rapports-là, il y a un imaginaire collectif baigné de stéréotypes et de lieux communs sur l'Afrique. Donc nous voulons donner à voir ça à travers un documentaire. Donc le 8 avril, à partir de 14 h à la salle Camproux, il y aura un atelier de slam dirigé par une membre de l'ACASE où les étudiants produiront des textes sur les discriminations qu'ils déclameront le soir lors d'un concert. Et par la suite, il y aura la projection et le débat du documentaire qui est fait par l'ACASE. Et ensuite, nous clôturerons la soirée à partir de 21 h par un concert où il y aura de la danse, de la musique et des étudiants de Paul Valéry que nous voulons promouvoir aussi. Et nous clôturons la soirée par un groupe afro-cubain. Comment on fait pour faire partie de votre association? Est-ce qu'on doit faire partie de l'université Paul Valéry? Est-ce que... Non, c'est simple, il suffit d'avoir envie de faire partie de l'association, d'une, et de deux, de s'intéresser aux problématiques liées à l'Afrique, aux Antilles et à l'océan Indien. Et de se déplacer à la fac, ça se trouve à la maison des étudiants et ça s'appelle l'ACASE. D'accord. Donc un programme très festif dans le cadre de ce festival, mais on imagine que c'est avant tout faire de la prévention contre différentes formes de discrimination qui ont toujours lieu. Absolument. L'objectif, c'est de se dire comment on peut parler le mieux aux étudiants. On sait qu'ils ont l'habitude d'avoir des cours, qu'ils ont l'habitude d'avoir des conférences, etc. Et c'est essayer de les sensibiliser d'une autre manière, par d'autres canaux, donc le canal du théâtre,
du concert, de l'atelier, etc. Ça fait venir les gens, les voilà, concerts et absolument, ce genre de choses, ouais. Ça fait venir les gens, mais les concerts ne sont pas faits pour être des concerts simplement, ouais. Mais le concert est toujours précédé d'un débat, d'une réflexion. Vous allez discuter, vous voilà. avez des affiches, vous en parlez, etc. Ouais. Parce qu'une conférence, ça ramène pas spécialement de monde. Ça dépend de la tête d'affiche. Ouais. Après, c'est toujours pareil. Il y a 2 ans, nous avons fait venir Orlan, qui est une grande artiste plasticienne féministe. On a eu 500 personnes à sa conférence. Donc voilà, ça dépend aussi des programmations. Et puis il y a des thématiques qui attirent toujours plus de monde, qui sensibilisent plus ou moins. Voilà. Parfait. Bah, écoutez, mesdames, on vous remercie de cette belle initiative et bon festival à vous. Merci. Très bientôt. Et on continue notre parcours dans ce magnifique jardin des plantes de Montpellier. Là, on est dans la hutte pour accueillir Yves Rinato. Vous êtes maître de conférence à l'université de Nîmes et vous travaillez notamment sur une licence design. Et vous avez fait travailler des étudiants de 2e année de cette licence sur un projet de table interactive muséographique. Et vous avez travaillé pour ça avec le Carré d'Art de Nîmes et puis également en partenariat avec la direction des systèmes d'information de Nîmes Métropole. Alors de quoi s'agit-il? Quelles sont exactement ces tables? C'est une table au démarrage qui a plusieurs vocations dans le musée, dans la bibliothèque. L'idée c'est d'avoir une table qui va augmenter, une table multimédia au démarrage qui augmente une exposition. On a fait travailler les étudiants sur un vrai sujet. Avec au démarrage, l'idée c'était la première fois qu'ils allaient aborder un sujet numérique, donc un nouveau média de ce côté-là. Et puis le deuxième challenge, ça a été un vrai sujet. Un vrai sujet, c'est-à-dire des commanditaires. C'est aussi la capacité d'aller in situ, observer la table en fonctionnement. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit rester chez soi maintenant pour regarder les musées ou est-ce que ça se complète avec la visite? Ah non, l'idée c'est de pouvoir imaginer ce qui a été, pas dans le cahier des charges, qui a été inventé on va dire par des élèves, c'était par exemple de pouvoir donner accès au fond du musée. C'est-à-dire des objets qu'on ne peut pas voir, ou pour la bibliothèque, des manuscrits qu'on ne peut pas toucher, par exemple, derrière ça. Donc c'est une vraie augmentation qui a été imaginée. Mais concrètement, la table est placée dans le musée, on est d'accord? Concrètement, la table est placée dans le musée, mais peut bouger en fait, soit dans une exposition, soit à l'entrée pour faire la promotion de l'expo, ou voir d'autres usages qui ont été réfléchis par les étudiants. D'accord. Et donc ces tables ont vraiment été adoptées par les musées de Nîmes où elles ont été placées et les étudiants peuvent voir effectivement concrètement le fruit de leur travail. La table existait derrière, le problème c'est qu'elle a été pensée pour une expo. Donc l'idée c'était de prendre cet objet, de pouvoir l'imaginer dans différentes situations. D'accord. Et pour l'année prochaine, vous avez déjà d'autres projets de table ou peut-être d'autres objets de design? D'autres objets de design. Le design s'ouvre. L'Université de Nîmes a l'intention, aussi bien en recherche que dans toute la filière, d'augmenter la problématique du design. Et comme le design vraiment s'ouvre à différents sujets, l'idée c'est que les étudiants puissent être confrontés à des sujets extrêmement divers. Et du coup, ça existe déjà un petit peu ce procédé, on l'a vu peut-être au Louvre, où on pouvait visiter virtuellement des musées. C'est peut-être pas le même principe, mais... C'est pas le même principe. C'est dans l'esprit un petit peu? Oui, c'est dans l'esprit. Il y a des musées qui s'équipent de ce genre d'appareils pour pouvoir être une nouvelle signalétique dans le musée. Et puis s'adresser à un autre public qui ne veut pas spécialement aller au musée mais rester à la maison et regarder. Préparer sa visite, c'est ce qui est en train d'arriver. Comme vous avancez, est-ce qu'on peut parler... L'hologramme, on en voit souvent dans les films avec Star Trek, etc. C'est quand même... Est-ce qu'on pourrait imaginer avoir des choses en hologramme? Parce que c'est quand même quelque chose qui, visuellement, qui est quand même... Oui, alors en musée, tout à fait. La Villette, on pourrait très bien imaginer ce genre de choses, justement, sur la technique. Mais là, c'est vraiment même imaginer des outils qui puissent être dans l'exposition, qui puissent aller jusqu'à des scientifiques, en fait. C'est-à-dire vraiment aller chercher, derrière l'œuvre, des commentaires, des choses qu'on n'a pas accès actuellement. Alors, c'est-à-dire que c'est une licence de design qui est vraiment axée sur le numérique ou c'est... Pas du tout. C'est une licence qui se veut sur le design générique. Voilà, donc pas mal de sujets qui peuvent être abordés. On peut retrouver des informations sur votre licence ou comment ça se passe? Vous avez un site où on peut retrouver où il y a normalement toutes les informations qui sont données. Et puis le principe qui est fait actuellement, c'est d'avoir des expositions régulières. Donc à la fin d'un sujet, que les étudiants puissent exposer leur travail, comme ça s'est passé. Et le site qui est
Alors, je ne l'ai pas. Très bien. Tous les bons moteurs de recherche nous y conduiront. Monsieur Renato, merci de nous rejoindre dans cette belle case, d'avoir fait le chemin de Nîmes. Merci beaucoup. Alors Julien a cette particularité de se multiplier et on le retrouve justement en vidéo. Il va rencontrer beaucoup d'associations étudiantes de l'Université de Montpellier qui vont nous raconter dans quelle mesure elles s'engagent. Bonjour à tous, soyez les bienvenus au sein du campus universitaire de Montpellier. Aujourd'hui, nous allons relever le défi de vous faire découvrir les associations de l'université en 3 minutes. Top chrono, c'est parti. Ici, on est au Must et on fait de la musique. Ici, on est à l'Osium et on fait de la musique symphonique. Ici, à l'ATP, on donne des cours de préparation au concours. Alors QCL 3, item A, en France. Ici, au Licorne, on se détend en jouant. Ici, on est à Dislali et on fait des projets solidaires et de la formation. Bon les filles, c'est bientôt le téléthon, du coup vous êtes prêtes? Ici, on est au GNOUM et c'est Guillaume qui va nous en parler. Salut Guillaume. Salut. C'est quoi le GNOUM Alors le GNOUM, c'est une association étudiante pour valoriser la biodiversité qui est présente en ville. Nous, on réalise des inventaires de la biodiversité, donc faune et flore, sur le campus. Et on a aussi un rucher pour faire du miel. Super, merci Guillaume. C'est parti, on continue. Ici, on est à Radio Campus et on fait de la radio. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans La Bonne Cause, les midinales de Radio Campus, il est midi. Ici, on est à Pharma-Huma et on fait des projets solidaires. Alors pour notre mission au Togo cet été, donc on rénovera le dispensaire. Ici, à Corpo Médecine, on rend service aux étudiants. Hey! Ici, on est à Ortho Faso et on fait de la solidarité internationale en orthophonie. Ortho Faso 2015! Ouais! Ici, à l'ISEM Junior, on fait du conseil aux entreprises et aux étudiants. C'est un nouveau de l'étude de marché avec de nouveaux clients. J'ai envoyé la convention client hier. Ici, on est au TOSC et on fait du théâtre. Ici, on est à l'ATD et on fait du soutien en sciences politiques et en droit. Bonjour à tous, bon on va préparer votre partiel de demain. Ici, on est à Objectif Officine et on apprend le conseil en pharmacie. Bon, avec un antihistaminique, c'est contre-indiqué avec le glucose. Ici, on est à Écume et on fait de la chorale. Ici, on est à l'ATM Carré et c'est Richard qui va nous en parler. Salut Richard. Salut, alors au tutorat médecine de Montpellier, on propose des cours de soutien ainsi que des examens blancs pour les étudiants en première année communes aux études de santé tous les jours tout au long de l'année. Super, on continue, c'est parti. Ici, au Vieux Biclou, on peut réparer son vélo. Et voilà. Ici, on est à Papillon et on peut acheter des produits locaux. Bonjour. Parlez-vous, c'est votre panier. Ici, on est à Staps Montpellier. Et ici, on sait organiser des soirées. Ici, on est à l'AEPF et on organise aussi des soirées. Le tour des associations est maintenant terminé. Retrouvez les informations de toutes les associations de l'université dans vos maisons des étudiants. On vous dit à très vite pour un nouveau tour de l'université. Eh ben Merlin, Lucas, Céline, bienvenue à vous. On vous accueille dans cette serre tropicale. Vous êtes tous les trois ingénieurs agronomes à Montpellier Supagro et vous êtes membres de l'association Ingénieurs sans frontières. Et il se trouve, félicitations, que vous avez reçu le trophée, le prix de l'étudiant
pour un projet que vous avez d'installation, enfin de réhabilitation d'une zone de maraîchage au Burkina Faso. Alors peut-être Merlin, quelques mots sur ce projet. Donc le projet de réhabilitation du Bouli de Bourba, il est né de la demande des villageois. Donc je t'arrête tout de suite, c'est le Bouli, c'est quoi exactement? Donc un Bouli, c'est le nom local, en fait c'est une retenue d'eau collinaire. Donc c'est une digue placée en fond de vallon qui retient l'eau de la saison des pluies. Donc une zone favorable pour cultiver. Voilà. D'accord. Donc le projet, il s'articule en deux parties. C'était la première de consolider, enfin de protéger la ressource en eau, lutter contre l'érosion des sols. Et la deuxième partie, donc plus d'utiliser l'eau pour faire du maraîchage, donc en agroécologie. Et pourquoi avoir choisi le Burkina Faso? En fait, on est en partenariat avec l'ONG Peuple Solidaire Bagnols-sur-Cèze. Donc c'est eux qui mènent le projet, ils sont en action là-bas depuis plus de 20 ans. Et donc on a eu contact avec eux pour travailler sur ce projet à Bourba. Donc Bourba, c'est un petit village perdu en pleine brousse subsaharienne, au nord-est du Burkina Faso. D'accord. Madame la Présidente, vous êtes avec nous. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce trophée exactement de la revue L'Étudiant? Alors en fait, c'est un appel à projet qui a été fait par l'étudiant. Et du coup, avec l'équipe, on a rempli le dossier en écrivant toutes les actions qu'on a déjà menées, celles qui vont être menées, un budget dont on a besoin. Et du coup, on a reçu les réponses en janvier, nous disant que voilà, notre projet avait reçu le premier prix, ce qui nous a permis de gagner 1 000 €. Donc, ce qui est déjà une grosse somme pour notre mission. Ça finance tout le projet de voyage? Vous partez tous là-bas? On partira peut-être pas tous, mais au moins une bonne partie de l'équipe. Après, ça financera pas tout le projet, mais c'est déjà un bon début pour se lancer. Ouais. D'accord. Et au sein de l'association Ingénieurs sans frontières, vous avez d'autres actions ici que vous menez à Montpellier ou... On a beaucoup d'actions de sensibilisation par des conférences, des projections, des débats. Et on essaie aussi de sensibiliser aussi sur notre projet. On a organisé un repas pour faire connaître le projet et en entendre parler dans l'école. Comment on fait pour faire partie de l'association? Il faut être ingénieur parce que Ingénieurs sans frontières. Il faut déjà être dans l'école Montpellier Supagro. Et après, c'est tous ceux qui veulent, qui peuvent être ingénieurs, mais aussi ça peut être les masters et les licences de l'école. Il n'y a pas de restriction pour faire partie de l'association. D'accord. Et alors Lucas, toi qui fais partie du Triumvirat et puis de toute la troupe, là, bravo à vous tous. Comment tu vis cet engagement au sein d'Ingénieurs sans frontières? C'est quoi pour toi cet engagement d'être un ingénieur sans frontières? C'est un engagement qu'on essaie de travailler lors des week-ends par exemple. On fait des week-ends de collaboration avec d'autres écoles. On a bientôt un week-end national où on va tous se rencontrer, des différentes écoles, des différents groupes d'ISF France, pour réfléchir sur qu'est-ce qu'un ingénieur et quelle est son implication dans le monde, puisque l'ingénieur c'est un peu le maître technique, mais la technique ça a quand même un impact sur la société, c'est là-dessus qu'on essaye de travailler. De quelle manière l'ingénieur se place et se responsabilise vis-à-vis de ça. Il y a plus de besoins en dehors des frontières de notre pays ou qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Les besoins sont partout, mais c'est des besoins différents. Nous, on a choisi de s'impliquer dans ISF Projet Sud pour justement peut-être renforcer, avec nos faibles moyens, les relations entre Nord et Sud. Ça tourne autour de quelle thématique? Parce que en tant qu'ingénieur agronome, c'est bien sûr plutôt autour de la thématique de l'agriculture, mais bien sûr, l'agriculture touche aussi l'eau, touche aussi la société, donc c'est un peu... Tout découle. Voilà. Tout se touche. D'accord. Parfait. Écoutez, vous commencez quand là au Burkina, là, ce projet? On espère pouvoir partir cet été, avant la saison des pluies, si on plante des arbres qui puissent profiter de la saison des pluies pour croître. Parfait. On espère partir début juin. Très bien. On vient avec eux? On y va, hein? Moi, ça me dit bien. Bonne aventure à vous et bravo encore pour ce trophée. Merci à vous. Merci. Cette émission touche à sa fin. On va maintenant retrouver notre binôme de reporters, n'est-ce pas Damien? Absolument, Joris et Sarah qui nous attendent dehors. On les retrouve tout de suite. Bon voilà, parfait. Un beau parcours dans ce jardin des plantes, une émission qui tire à sa fin. Sarah, Joris. On a découvert le MOOC en agroécologie. Joris, tes impressions? C'était sympa, on a pu découvrir comment se former au CFA en alternance et dans le supérieur, ce qui est assez original. Puis un nouveau master à Perpignan, le master Miro, donc qui ouvrira prochainement à la rentrée 2015. Parfait, encore une émission riche. C'était magnifique en plus, dans un super endroit, le jardin botanique. Une jolie fleur pour une jolie fleur.
C'est trop mignon. Et on se retrouve pour la prochaine émission de Campus Max, ce sera au mois d'avril. Merci à vous tous. Au revoir à tous.